Shaina, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'épisode 12 de la saga Inceptio. Quelle joie de vous retrouver après un épisode 11 riche en informations planétaires et cosmiques. J'espère que vous allez tous bien et que vous continuez de participer à cette fabuleuse aventure ascensionnelle du projet Inceptio. L'opération du 9 mai a été un réel succès et la conscientisation de basculer en service à autrui était d'une importance capitale. Surtout, continuez de parler des protocoles afin que d'autres belles âmes puissent participer à leur tour en se connectant à la date et au créneau horaire de chaque protocole. N'hésitez pas à les inviter à regarder la saga Inceptio sur la page YouTube Alliance Céleste pour mieux comprendre et conscientiser ce qui se joue. Je vous souhaite à tous que le Jedi qui sommeille en vous se réveille et œuvre pour l'humanité en reliance avec son soi supérieur dans la paix. Avant de commencer ce nouvel épisode, je vous rappelle que chez Alliance Céleste, à aucun moment nous ne prétendons détenir la vérité. Nous vous proposons une compréhension et une vision particulière, basée néanmoins sur des éléments tangibles, pour aider à élargir nos esprits sur d'autres possibilités que vous n'avez peut-être jamais imaginées, et sur une relation avec notre partie divine qui se vérifie de manière mathématique. À vous ensuite de décider ce qui résonne juste pour vous, de croiser les informations et d'expanser votre conscience à de nouveaux concepts et manières de faire afin de matérialiser un monde nouveau. Personnellement, je ne cautionne pas ceux qui vous disent « c'est moi qui détiens la vérité, méfiez-vous des autres, il n'y a que moi qui ai raison » et qui incite à la division, la séparation. Ce n'est pas le chemin indiqué par mon soi supérieur, même si, évidemment, cela n'empêche pas de rappeler, de faire preuve de discernement, de vous relier de plus en plus à votre partie divine, plutôt que de suivre un gourou, et de faire confiance à votre premier ressenti du cœur. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est le chemin qui offre le plus de réelle synchronicité et une nette amélioration du bien-être. Aujourd'hui, nous allons donc parler du protocole du 21 juin 2024, jour du solstice d'été, qui est le fruit d'une guématria qui n'a pas manqué d'apporter son lot de surprises. Laissez-moi vous en lire quelques extraits afin que vous compreniez de quoi je parle. 21 juin 2024, 445-446. Une opportunité quantique programmée, 445-446. Les solutions existent et sont en place, 445-446. Alors, je vous rappelle que comme d'habitude, je ne vais faire que lire quelques extraits parce que cette guématrie est très longue et je ne vais pas étudier chaque ligne avec vous. Je vous en fais juste prendre connaissance pour que vous ressentiez vers quoi le soi supérieur nous demandait d'aller pour ce protocole et parce que je vais commenter certains passages qui ont besoin d'être commentés pour mieux comprendre ce qui se passe. Allez, je continue. Conscientiser l'être arc-en-ciel, la résonance des lignes de temps, l'anneau du haut et l'anneau du bas, le passage d'une densité à l'autre, créer l'ère de l'arc-en-ciel lustral, l'individuel fractal du tout. L'anneau d'or crée le trou noir. Être amour et savoir l'exprimer au monde. Une première sélection pour la moisson. Je suis dans toutes ces versions. Devenir l'arbre de vie divin. Œuvrer à Bugarache, cité cristal, arc-en-ciel. La bannière appartient à la Confédération. Par l'esprit soulagé Gaïa. La paix s'installe sur Gaïa. Les chakras et les planètes. Première vague d'amplitude, la maîtrise de l'émotionnel. Alors, je vais m'arrêter un instant sur ce passage et revenir plus particulièrement sur la phrase « œuvrer à Bugarache, cité de cristal, arc-en-ciel ».
Alors, autant vous dire que je n'avais aucune idée qu'il y avait une cité de cristal arc-en-ciel à Bucarach. J'ai dû faire des recherches. Et finalement, il s'est avéré que, effectivement, on parle d'une cité de cristal au mont Bucarach. Néanmoins, mon soi supérieur a indiqué qu'il fallait activer sa dimension arc-en-ciel, ce qui laisse supposer que les énergies changent. Et il me semble que c'est un bon point pour que le monde dans lequel nous vivons, qui, je le rappelle, est le résultat de nos pensées passées, puisse changer. Je rappelle qu'il ne sert à rien de vouloir changer le monde de la matière, qui est un résultat. On ne peut pas changer un résultat. Notre rôle consiste à modifier le point de création, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions et ce en quoi nous croyons. Tant que nous voulons que le monde change, mais que nous continuons de passer nos journées de la même façon, de continuer à nous plaindre, de nous endormir de la même façon qu'avant, le résultat restera le même, à quelques variations près. C'est à ce changement profond que je suis intéressée de participer et qui est la raison pour laquelle je remercie ma partie divine de me montrer le chemin que je vous partage. C'est un partage, pas une vérité absolue. C'est pour grandir ensemble. Si l'un ou l'une d'entre vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est dit et montré, c'est juste votre chemin. Bref, tout cela pour dire que cette guématria et ma communication avec mon être intérieur sont la raison principale qui m'a amenée à proposer une journée à Bucarach dont je vais vous reparler un peu plus tard. Mais revenons à la guématria. Et plus particulièrement sur la phrase « la bannière appartient à la Confédération ». Ici, je rappelle que nous avons découvert qu'à l'origine, le symbole de la paix est d'origine galactique et qu'il était constitué de 3 points. Plusieurs informations sont venues indiquer puis confirmer qu'il s'agit d'un symbole utilisé par la Confédération galactique. Et j'ai bien dit Confédération galactique. Je n'ai pas dit alliance, ni fédération, ni superfédération. En premier lieu, ce n'est pas la première fois que la guématrie évoque ce symbole de la paix et la Confédération galactique. Ensuite, un artisan de lumière qui a habité Bucarach, et donc j'en parle puisque nous évoquons Bucarach, a planté un jour, il y a de nombreuses années, le drapeau de la bannière de la paix dans son jardin. Un jour, on est venu frapper à sa porte en lui demandant de bien vouloir rencontrer, on va dire, 2 voisins dans une maison un peu isolée. Les 2 voisins en question étaient finalement un couple qui s'est présenté comme membre de la Confédération galactique et qui lui ont demandé s'il savait ce qu'il faisait en plantant son drapeau de la bannière de la paix entre une base reptilienne et une base de la Confédération galactique. Le contacté Cobra aussi parle de la Confédération galactique, mais surtout le groupe Ra, constitué d'aviens bleus de 6e densité, c'est-à-dire une civilisation de type 3 selon échelle de Kardashev. Eux aussi, ils parlent de confédération galactique. Ils ne parlent pas de fédération, mais de confédération. Enfin, la QSF œuvre avec la Confédération galactique et a été amenée à communiquer avec des êtres de la Fédération galactique. Et nous pouvons dire que ce ne sont pas du tout les mêmes énergies ni les mêmes attitudes. Un jour, je vous parlerai un peu plus de ces différentes fédérations, confédérations, superfédérations et alliances. Mais ce n'est pas l'objet de cet épisode. Par contre, pour que vous compreniez et que vous mettiez de la conscience dessus, je vais développer un peu plus l'échelle de Kardashev. Car je vous rappelle que depuis la création de l'ONG Alliance Céleste, nous indiquons que nous souhaitons accompagner la civilisation humaine actuelle de type 0 vers une civilisation humaine de type 1. En tout cas, pour ce qui me concerne. Je parle bien de civilisation humaine, car j'ai reçu une carte en février 2023 qui indiquait 2027, humanité 1 vers humanité 2. Alors, je ne vais pas détailler cette carte, car je l'ai déjà montrée dans un épisode précédent, mais je rappelle qu'il y est noté dessus Inceptio, la voie multi-espèces pacifique. Et on parle bien ici d'humanité.
L'échelle de Kardashev, proposée en 1964 par l'astronome russe Nikolai Kardashev, est une méthode théorique de classement des civilisations en fonction de leur niveau technologique et de leur consommation énergétique. Pour que notre civilisation puisse passer au stade 1, il faudrait que notre consommation d'énergie planétaire soit équilibrée entre la planète et nous, et de manière naturelle ou en tout cas propre. Une civilisation de type 1 est capable d'accéder à l'intégralité de l'énergie disponible sur sa planète et de la stocker en vue d'une consommation équitable et disponible pour tous. Alors donc, le simple fait que nous soyons encore à la consommation d'énergie fossile comme le pétrole ou d'énergie comme l'énergie nucléaire place de facto notre civilisation en tant que civilisation préhistorique ou âge de la maternelle. Car rappelez-vous que cette échelle concerne aussi bien l'énergie que la technologie. Pour envisager passer à une civilisation du type 1, nous devons donc revoir notre mode de consommation d'énergie, qui n'a rien à voir avec l'exploitation d'énergie, et une gestion équitable et uniformément répartie à l'ensemble de sa population. Et nous devons évoluer vers des technologies propres, respectueuses de tout le vivant et sans risque. De gros changements sont donc à venir et il serait temps de s'y mettre. 2027, c'est pas dans 100 ans. J'ajoute que ces changements devraient d'ores et déjà intégrer une évolution vers une civilisation de type 2 qui concerne la consommation d'énergie de la planète et de son étoile, c'est-à-dire notre Soleil. En effet, une civilisation de type 2 peut consommer directement l'énergie d'une étoile. Cela exige bien évidemment un sens des responsabilités et un état de conscience adéquat. Actuellement, nous ne serions pas en capacité de respecter ce type de ressources, ni de l'utiliser à bon escient. Le commerce et le profit étant des facteurs à l'opposé des principes évoqués précédemment et mettant fin à toute possibilité d'évolution. Ceci étant dit, ces informations donnent un aperçu et un éclairage sur la possibilité pour certaines civilisations en dehors de la Terre, en fonction de leur degré d'évolution et leur positionnement sur l'échelle de Kardashev, de pouvoir maîtriser les énergies du Soleil. Et par conséquent, il serait envisageable que des civilisations extraterrestres soient en capacité d'intervenir sur notre Soleil. Cette échelle de Kardashev est utilisée au sein du SETI et par des futurologues. Le SETI regroupe des projets scientifiques dont l'objet est de détecter des présences de civilisations extraterrestres avancées dans d'autres systèmes solaires. SETI signifiant Search for Extraterrestrial Intelligence. Revenons maintenant à une dimension plus divine. Le soi supérieur invite à prendre des décisions avec son cœur et dans un état d'esprit relié à sa partie divine, se dirigeant vers le tout est juste, qui signifie ici que tout a une raison d'être et que nous en sommes responsables. C'est une notion de justesse, pas de justice ici. Il est important de faire la différence. Pour revenir à une justesse planétaire, il convient de modifier nos façons de penser et d'agir dans un esprit unitaire, communautaire, équitable, équilibré, respectueux, bienveillant. Donc, tant que nous critiquons le travail de l'autre ou son projet juste parce que nous ne sommes pas d'accord, nous sommes loin du compte et devons continuer de travailler sur nous. C'est pas facile tous les jours, mais à force de s'en rendre compte de plus en plus tôt et de modifier notre attitude, nous y parvenons, un pas après l'autre. Si nous reprenons la gematria après cette digression, nous revenons à la paix qui devrait être un axe majeur de développement de notre civilisation. Nous avions les phrases « La bannière appartient à la Confédération »,« La paix s'installe sur Gaïa ». La paix est avant tout un état d'être et une attitude. Elle ne dispense pas de discernement, de volonté et de détermination et ne saurait mener à la naïveté. Mais elle est une énergie qui apporte des opportunités cognitives, pouvant apporter des solutions nouvelles et parfois même innovantes. Le soi indique régulièrement de faire silence intérieur.
C'est pour pouvoir entendre sa partie divine, qui a une vision plus globale et plus évoluée de la situation, puisque de densité supérieure. La paix apporte ce silence intérieur utile et nécessaire. Elle est profitable à la pensée non ordinaire. Or, nous savons que c'est la pensée non ordinaire qui permettra de modifier le résultat matériel de ce monde. À nous de nous débrouiller pour favoriser ces temps de paix et de silence. Et de grâce, fuyez ceux qui vous parlent sans cesse de conflits, de guerres, d'ennemis, et qui vous font donc créer ce dont nous ne voulons plus. C'est bon, hein, nous savons maintenant que nous avons été floués et manipulés. Mais il convient de comprendre comment l'être humain fonctionne pour pouvoir remédier à nos créations anthropiques. Et je rappelle que l'entropie signifie désordre. Si je vous dis, surtout, ne pensez pas à un bonhomme vert en colère, bon, vous reconnaîtrez que la première chose à laquelle vous avez pensé est un bonhomme vert en colère. Donc, les phrases telles que n'ayez pas peur et toute autre phrase de ce type équivaut à vous faire penser et ressentir exactement ce à quoi on ne voulait pas que vous pensiez et ressentiez. Alors, prenez-en conscience et ne vous faites plus avoir. Continuons la guématrie car il y a encore de nombreux points à voir. Développer l'esprit et voyager à travers le Tesseract, en route vers une civilisation de densité supérieure. Aïyouch en Qatar et mantra qui élève l'âme au-dessus de tout. Bénédiction, la bonne diction, la bonne parole. Connecter ses branches au grand soleil central. Ah, nous voici avec cette révélation captivante du soi supérieur. Je vous le dis tout de suite, je sens qu'il y en a sous le pied, mais que mon soi supérieur se retient et souhaite procéder étape par étape. Nous voici donc avec un mot que je n'avais jamais entendu auparavant. Et ce qui est drôle, c'est que cela a commencé par une croix spécifique au-dessus du zénith de Limoges. Et Jean-Michel Raoult qui a évoqué ce mot dans les jours qui ont suivi ma guématrie dans un de ses ateliers. C'est ce que j'appelle, moi, une synchronicité. Waouh, alors là, mais qu'est-ce qu'un tesseract? Je vous l'avais déjà dit, mais je le répète, ceux du Nouveau Monde ne croient plus ce qu'ils entendent sur Internet ou ailleurs. Ils font leurs propres recherches et ils voient surtout où leur soi supérieur les mène. J'ai donc effectué mes propres recherches à la fois à propos de la croix, que je vais vous montrer, et le tesseract. Accrochez-vous car il y a beaucoup à dire. Nous avons eu 2 types de croix au-dessus du zénith lors du symposium Exovision en mars 2024. Je vous rappelle que pendant les 3 jours, nous avons eu des contacts et que chacun et chacune a vécu ce qu'il avait à vivre pendant ces 3 jours. Beaucoup de personnes qui y sont allées et que je croise m'en parlent encore tellement cela a été intense et magique. Entre les manifestations dans le ciel dès le premier jour, des contacts physiques à l'intérieur même du zénith. Et je remercie du fond du cœur pour cela nos amis célestes, car cela participe à la divulgation douce, pacifique, véritable et sincère. Et une communication collaborative bienveillante reçue au-dessus du zénith. Nous pouvons dire que les premiers contacts de masse ont commencé en mars 2024 et nous encouragent à continuer d'œuvrer pour le peuple. Le premier type de croix que nous avons reçu était une évidence. C'est la croix en forme de X. Elle signifiait la fin d'un temps et aussi un portail lié à l'éclipse solaire du 8 avril. Je vous invite à regarder l'épisode 10 pour en savoir plus. La seconde croix était plus mystérieuse et reçue par une opératrice et collaboratrice qui crée avec moi d'ailleurs le complexe Nexus qui regroupe le campus Shawan, un enseignement Jedi pour devenir un Shawan, futur protecteur de la planète et de l'humanité, et un centre de liaison type ambassade humano-céleste. Il a fallu mener plusieurs investigations pour écarter les voies de garage sur lesquelles on m'envoyait et suivre le fil qui a mené à l'hypercube. Comme vous pouvez le constater, cette croix est particulière. Elle est droite et non en forme de X. Et tous ses côtés ont la même longueur et la même épaisseur. Drunvalo Melchizedek explique dans son tome 2 de la fleur de vie que le cœur est un endroit très spécial, marqué d'une croix. Les Égyptiens considéraient le cœur comme l'un des centres les plus importants du corps humain.
C'est l'endroit de l'achèvement, de la plénitude et de la réalisation. Le cœur est un endroit où deux lignes énergétiques se croisent et forment une croix. Une synchronicité incroyable lors d'un déplacement en Haute-Savoie va m'apporter une information supplémentaire intéressante. Cette croix est la croix pascale. C'est la croix de la résurrection. Elle fait référence à un verset du livre de l'Apocalypse. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, ce qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Je rappelle que nous terminons tous les protocoles par une croix dans un cercle, en répétant « Béni soit ce qui fut, béni soit ce qui est, et béni soit ce qui vient ». Intriguant, n'est-ce pas? Alors, il s'agit donc du cierge de Pascal, une lumière dans la nuit, tout un symbole. Le symbole de l'agneau pascal, c'est le sabot droit posé sur l'emblème de la croix qui invite comme à rassembler ceux qui voudraient le suivre sur son chemin de foi et de salut. C'est la multidimensionnalité, me dit le soi supérieur. L'alpha et l'oméga, unis par une grande croix, transcrivent donc la parole du Christ. Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est et qui vient, le souverain de l'univers. La croix prend la place du « je suis » du verset 8 de l'Apocalypse sur le cierge. Or, dans la guématrie du protocole du 21 juin, nous retrouvons la phrase « je suis » dans toutes ses versions. Et un peu plus loin, « je suis » dans toutes ses versions arc-en-ciel. Le soi supérieur invite à regarder l'arc-en-ciel comme un champ multifréquentiel, chaque couleur correspondant à une bande de fréquence qui correspond à une dimension. C'est bien le « je suis » multidimensionnel. Le principe est intéressant. En sachant que nous sommes en troisième densité de conscience, reliée au plexus solaire et à la couleur jaune, et que nous devons passer en quatrième densité de conscience, liée au cœur et la couleur verte, cet arc-en-ciel et ses fréquences prennent du sens. J'ai exposé à plusieurs reprises dans les lives sur lesquels j'ai été invitée, comme Renaissance spirituelle d'Anatole, Julie et Lilou Lives, l'Essentiel TV avec Aline Selva, ou en présentiel à Rennes-les-Bains dans Rencontre Starseed, les résultats obtenus par la QSF, et notamment avec les arcs-en-ciel, photos à l'appui. Je rappelle juste qu'il s'agit d'arc-en-ciel sans pluie. C'est pas banal. Je vous invite à visionner ces lives que vous retrouverez sur la chaîne YouTube d'Alliance Céleste dans la rubrique Live. En investiguant plus profondément, j'ai trouvé un lien avec l'hypercube qui, dans sa forme déployée en pliage, donne ça. Et une fois reconstitué, donne ça. Ça ressemble à notre croix, non? Ni une ni deux, je fais alors le lien avec la forme géométrique dont je vous ai parlé dans un précédent épisode et qui a été pris en photo au-dessus du zénith par une opératrice que je connais personnellement. Comme je vous le disais, moi, je vois un cube et c'est ce que m'a validé mon soi supérieur à l'époque. Je ne suis pas la seule à y voir un cube, tout comme il y a tout un tas de personnes qui y ont vu le reflet d'un GPS et tout un tas d'autres personnes qui ont vu deux pyramides l'une sur l'autre. Comme me le répète mon soi supérieur, tout est vrai pour chacun et chacune, puisque cela dépend du niveau de conscience de chacun. Il n'y a donc pas un débat à avoir. Si vous n'y voyez que le reflet d'un GPS, alors c'est ce que c'est pour vous et c'est OK. Néanmoins, je précise que connaissant la personne qui a pris la photo et qui n'est pas une illuminée, qui voit des aliens partout, je lui ai demandé si elle était dans une voiture quand elle a pris la photo ou si elle était proche d'une voiture allumée, qui serait la seule raison pouvant expliquer le reflet d'un GPS dans son appareil photo. Elle m'a confirmé qu'elle était dehors et pas à côté de voiture. Et la photo montre bien qu'il n'y a rien entre elle et le dessus du zénith. Donc, même si j'accepte que votre cerveau y voit un GPS, l'effet physique démontre qu'il est guère possible que ce soit le reflet d'un GPS pris depuis son appareil photo. En vérité, il s'agit bien d'un cube, et plus précisément d'un hypercube, qu'on appelle aussi tesseract. Qu'est-ce qu'un hypercube? C'est une figure géométrique qui représente la quatrième dimension, qui correspond à une quatrième direction, appelée Ana et Kata, et qui vient s'ajouter à avant, arrière, gauche, droite,
en haut, en bas de notre troisième dimension. Mon soi m'indique que ce qui s'en rapprocherait le plus est en dedans, en dehors. Un hypercube est un cube dans un cube. Comme nous vivons dans la troisième dimension, il ne nous est pas possible de voir la quatrième dimension. Alors, les mathématiques ont tenté de la représenter à travers cette forme géométrique. Les photos de la croix et du cube ont permis d'exclure les autres possibilités. C'est très malin de la part de nos amis célestes, car la polémique n'a pas manqué d'être soulevée. Il fallait dépasser les apparences pour comprendre le message qui se cache derrière de telles manifestations dans le ciel. Cela demande du temps et des vérifications. Et il faut comprendre que le message n'est pas nécessairement caché volontairement, mais peut simplement provenir d'une différence de compréhension et de manifestation entre deux civilisations de densité de conscience différentes. Cela nous prépare à la suite. Voici un extrait d'une vidéo très intéressante qui vous donne une explication essentielle sur la perception que nous pouvons avoir d'une forme qui, à l'origine, n'est pas de notre monde de densité 3. Bonjour à tous et bienvenue dans Micmac pour ce deuxième épisode de cette série de vidéos consacrée à la quatrième dimension. Alors si vous n'avez pas vu le premier épisode, c'est par ici. Dans cette vidéo, comme je vous l'avais annoncé, nous allons voir comment donner des représentations de la quatrième dimension. Alors évidemment, ce ne seront que des représentations partielles, puisque notre monde est en 3D, mais des représentations partielles qui, quand on les accumule, permettent quand même petit à petit de se faire une intuition de ce qui se passe en 4D. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une petite mise au point sur une phrase que l'on entend beaucoup dès que l'on parle de la quatrième dimension. On entend beaucoup dire que la quatrième dimension, c'est le temps. Cette idée-là, elle vient des sciences physiques où effectivement, dans de nombreux modèles, on considère l'espace-temps dans son ensemble comme un objet de dimension 4. Dans ce cas-là, la direction anakata que l'on avait vue dans la vidéo précédente est simplement remplacée par la direction temporelle dont les deux sens sont le passé et le futur. Cette représentation de l'espace-temps en 4 dimensions, on y reviendra très précisément dans les vidéos sur la relativité. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la phrase « la quatrième dimension, c'est le temps » n'a en réalité pas vraiment de sens. Ce que l'on peut dire, c'est que les modèles géométriques en 4 dimensions permettent de modéliser l'espace-temps, mais ils permettent de modéliser des tas d'autres choses et des tas d'autres phénomènes. On peut par exemple faire la comparaison avec les nombres. Si vous avez des pommes, vous pouvez les compter et dire par exemple ici on a 7 pommes. Mais c'est pas pour autant que ça aurait du sens de dire que dans l'absolu, 7 c'est des pommes. Non, 7 c'est juste un nombre qui permet de compter des pommes, mais compter n'importe quel autre objet et qui peut servir à des tas d'autres choses. Donc dire 7 c'est des pommes, ça n'a pas vraiment de sens. Et bien de la même façon, dire la quatrième dimension c'est le temps, ça n'a pas vraiment de sens. Bref, dans la suite, nous allons donc nous en tenir à la définition que nous avions donnée dans le premier épisode d'un espace en 4 dimensions dans lequel il y a 4 directions indépendantes mais qui sont de même nature, en l'occurrence 4 directions spatiales. Il n'y aura pas de temps qui interviendra dans ce que nous allons dire. Venons-en maintenant au cœur de notre sujet, je vais vous montrer 3 différentes manières de représenter des objets en 4 dimensions. Pour produire des représentations d'objets en 4 dimensions, il existe une analogie très efficace qui consiste à se demander comment ferions-nous pour expliquer la troisième dimension, la nôtre donc, à des créatures de dimension 2, des créatures qui seraient parfaitement plates et qui vivraient en permanence dans un plan. Imaginons donc que nous ayons face à nous une créature en 2 dimensions qui vit dans son plan, qui peut se déplacer selon seulement 2 directions, par exemple gauche-droite et haut-bas, et que, à cette créature, nous voulions expliquer ce que c'est qu'une sphère, c'est-à-dire un objet en 3 dimensions qu'elle n'a jamais vu. Une des premières idées que l'on peut avoir consiste tout simplement à prendre la sphère et à la mettre dans le champ de vision de cette créature, c'est-à-dire à la placer à travers le plan dans lequel elle vit. Mais si on fait cela, la créature ne va en réalité pas voir la sphère en entier, mais va simplement voir la tranche de la sphère qui se trouve à l'intérieur de son plan. Autrement dit, elle va simplement voir un cercle.
L'équivalent d'une sphère en dimension 4, c'est ce que l'on appelle une hypersphère. Et d'après ce que l'on vient de voir, eh bien, si jamais une hypersphère de dimension 4 donc, venait se placer à travers notre espace en dimension 3, eh bien, ce que l'on verrait, ce serait tout simplement une sphère, une simple sphère classique. Mais il faudrait pourtant se dire que cette sphère que nous voyons n'est pas l'hypersphère dans son ensemble, mais n'est qu'une simple tranche de l'hypersphère, et que l'hypersphère dans son ensemble possède aussi d'autres couches qui se trouvent dans la direction d'Anna et de Kata. Pour pouvoir voir successivement toutes les couches de l'hypersphère, eh bien, il faudrait que cette hypersphère se déplace à travers notre espace. De la même manière, si l'on voulait que notre créature bidimensionnelle voie toutes les couches successives de la sphère, eh bien, il faudrait prendre cette sphère et lui faire traverser son plan petit à petit. Dans ce cas-là, que verrait la créature bidimensionnelle? Eh bien, elle verrait au début un tout petit cercle qui se crée, puis qui s'agrandit, 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 jusqu'à atteindre une taille maximum qui correspond à l'équateur de la sphère en 3 dimensions, puis ce cercle maximum se mettrait à rétrécir petit à petit jusqu'à disparaître complètement. Eh bien, de la même manière, si une hypersphère de dimension 4 venait à traverser notre espace, eh bien, nous verrions ceci. Les couches successives de l'hypersphère qui apparaissent, en commençant par une toute petite sphère qui s'agrandit, 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 jusqu'à atteindre l'équateur de l'hypersphère qui consiste en cette grande sphère, puis qui diminue, 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 jusqu'à disparaître complètement. En faisant cela, nous pouvons maintenant dire que nous venons de voir toute l'hypersphère, seulement nous ne l'avons pas vue tout d'un coup, mais simplement tranche par tranche. Et évidemment, ce même principe peut se reproduire avec des tas d'autres figures géométriques. Si par exemple vous voulez expliquer à notre créature bidimensionnelle ce qu'est un cube, eh bien vous prenez le cube et vous lui faites traverser son plan. Dans ce cas-là, que voit-elle? Eh bien elle voit un carré qui apparaît subitement, comme ceci, puis le carré semble rester stable puisque toutes les couches du cube sont égales et sont des carrés, puis ce carré disparaît également subitement. De la même manière, si un hypercube, qui est l'équivalent du cube en 4 dimensions, venait à traverser notre espace, eh bien nous verrions ceci. Voilà un hypercube qui vient de passer. Si on y réfléchit un petit peu plus précisément, en réalité, on se rend compte que ce que l'on voit défiler quand on fait passer un hypercube à travers notre espace dépend de l'orientation avec laquelle cet hypercube arrive. Si on reprend le cas du cube que l'on fait passer à travers du plan de notre créature bidimensionnelle, eh bien la créature bidimensionnelle ne verra pas la même chose selon que le cube arrive bien droit ou qu'il arrive en diagonale. Quand il arrive bien droit, on a vu qu'on voyait simplement un carré qui ne bouge pas. Mais si on le fait arriver en diagonale, cette fois on voit quelque chose de beaucoup plus bizarre. On voit apparaître un triangle qui se transforme en hexagone puis qui redevient un triangle avant de disparaître. Et bien de la même manière, si on fait traverser un hypercube en diagonale dans notre espace, eh bien on voit ceci. Ce qui pour le coup est quand même beaucoup plus bizarre et étrange à comprendre. L'hypercube est sûrement une des figures géométriques les plus célèbres de la 4e dimension, et d'ailleurs nous y consacrerons à la fin de cette série une vidéo tout entière pour bien comprendre la géométrie de l'hypercube. Bien, maintenant je vous propose un petit jeu. Nous allons voir traverser ici notre espace des figures géométriques de dimension 4, et vous allez devoir essayer de deviner quelles sont ces figures, autrement dit à quoi elles correspondent en dimension 3. Première figure, la voilà. Alors, vous avez deviné? Eh bien, c'était tout simplement un hypercylindre, autrement dit l'équivalent en 4D d'un cylindre. Nous avons vu apparaître brutalement une sphère qui est restée identique pendant toute sa traversée, autrement dit toutes les couches de cette figure en 4 dimensions sont les mêmes, et puis disparaître brutalement. Il se passe exactement la même chose si on fait passer un cylindre devant notre créature bidimensionnelle. Elle voit apparaître brutalement un cercle, ce cercle reste identique à lui-même pendant toute la traversée, puis disparaît brutalement. En voici un autre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était cette fois un hypercône, l'équivalent du cône. En effet, regardez ce qui se passe si on fait traverser un cône devant notre créature bidimensionnelle. Eh bien, quand la pointe arrive, on voit un cercle qui apparaît et qui s'agrandit de plus en plus. Et puis, dès qu'on arrive à la base du cône, eh bien, le grand cercle disparaît d'un seul coup.
Bref, maintenant, à partir de ça, vous pouvez vous-même essayer d'imaginer de nouvelles figures géométriques en 4 dimensions en les décrivant à partir de leurs tranches tridimensionnelles successives. Alors cette méthode qui consiste à voir passer les objets quadridimensionnels à travers notre espace possède quand même un défaut, c'est qu'à aucun moment nous ne voyons les figures en 4 dimensions dans leur ensemble. Nous n'avons que des petites parties les unes après les autres. Une autre méthode pour représenter la 4e dimension consiste à dessiner ces figures en perspective. Si par exemple je vous montre cette image, vous voyez un cube. Et pourtant, l'écran sur lequel vous regardez cette vidéo est bien un écran plat, donc en réalité, vous ne voyez pas vraiment un volume. Ce que vous voyez, c'est une représentation en 2 dimensions, une représentation plate d'un objet en 3 dimensions. Ce genre de représentation, vous y êtes tellement habitué que quand vous avez vu cette image, vous avez probablement instinctivement pensé à un objet en 3 dimensions sans même vous rendre compte que c'était une représentation en 2D. Si on décortique un peu cette image, on se rend compte que la face avant du cube ici est bien représentée par un carré, que la face arrière ici est bien aussi représentée par un carré, mais qu'en revanche, les faces intermédiaires, celles qui vont d'avant en arrière, ont été déformées et un peu aplaties. Elles ne sont pas représentées par des carrés, mais par des parallélogrammes. Et si on regarde les 4 arêtes du cube qui sont censées aller d'avant en arrière, eh bien on voit que sur cette représentation en perspective, elles vont en réalité en diagonale. Autrement dit, la perspective représente la dimension d'avant en arrière par des diagonales. Quand on a compris ça, eh bien on est prêt pour essayer de tracer une représentation en perspective d'un hypercube. De la même manière qu'un cube est composé de 6 faces qui sont des carrés, eh bien un hypercube va être composé de plusieurs cellules qui sont des cubes. Les cellules, ce sont les composantes tridimensionnelles d'un objet en 4 dimensions. Alors en l'occurrence, l'hypercube va être composé de 8 cellules. Je ne vous l'explique pas maintenant, mais on y reviendra dans la vidéo consacrée à l'hypercube. Pour représenter un hypercube en perspective, nous allons donc commencer par représenter un cube, qui est la cellule de l'hypercube qui est la plus proche de nous. Puis on va dessiner un deuxième cube décalé par rapport au premier, mais il faut bien se représenter que ce deuxième cube, il n'est pas dans le même espace que le premier. Il va être en réalité décalé dans la direction anakata. Un peu de la même façon que dans la représentation du cube en perspective, eh bien la face avant et la face arrière ne sont pas dans le même plan. Il y en a un qui est plus à l'avant et l'autre qui est plus à l'arrière. Ici, nos 2 cubes, il y en a un qui est plus vers le kata et l'autre qui est plus vers l'ana. Une fois qu'on a fait ça, il ne reste plus qu'à relier nos 2 cubes par les différentes arêtes qui suivent la direction anakata. Mais comme la direction anakata n'existe pas dans notre espace, eh bien de la même manière que pour le cube, nous avions représenté ces arêtes en diagonale, eh bien vous voyez que quand on relie ces différentes arêtes, eh bien elles sont elles aussi en diagonale dans l'espace tridimensionnel. Nous avons donc là une représentation en perspective d'un hypercube. Alors attention, j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'une représentation en perspective d'un hypercube, parce qu'il existe des tas d'autres façons de représenter l'hypercube en perspective. C'est d'ailleurs exactement la même chose qui se passe pour les cubes. Toutes ces images-là représentent des cubes en perspective, mais des cubes vus selon différents points de vue. Autrement dit, la représentation en perspective d'un objet dépend du point de vue que l'on adopte. Et de la même manière, il existe plusieurs représentations en perspective d'un hypercube selon le point de vue adopté. Et voici là plusieurs cas possibles de représentation d'hypercube en perspective qui correspondent à différentes représentations en perspective du cube. Et pour aller plus loin, on peut même mettre les choses en mouvement et regarder ce que donnent les différentes perspectives de l'hypercube quand on le fait tourner sur lui-même. Si par exemple on fait ça avec un cube, eh bien on obtient ceci. Voici un cube qui tourne sur lui-même. Et voici à côté son équivalent en 4D, l'hypercube qui tourne sur lui-même. La méthode de la perspective permet de représenter toutes sortes de figures géométriques de la 4e dimension. Nous allons maintenant passer à la 3e représentation de la 4e dimension que je voulais vous expliquer dans cette vidéo, la représentation par un code couleur. Le principe de cette représentation est assez simple à comprendre, il consiste à utiliser une échelle de couleurs pour représenter la distance à laquelle se trouve l'objet dans la 4e dimension. On peut par exemple utiliser cette échelle où l'on voit qu'un objet qui se trouve exactement dans notre espace va être représenté avec cette teinte de violet,
Tandis qu'un objet qui va se déplacer vers l'ANA va devenir de plus en plus bleu, et un objet qui va se déplacer vers le kata va devenir de plus en plus rouge. De cette façon, cette sphère qui se trouve là peut bien se déplacer selon 4 directions indépendantes. Elle peut se déplacer de gauche à droite, d'avant en arrière, de haut en bas, mais aussi d'ana en kata. Et il faut bien comprendre que pour que deux objets soient au même endroit dans l'espace quadridimensionnel représenté de cette façon, il faut non seulement qu'ils soient au même endroit dans notre espace en 3D, mais également qu'ils soient de la même couleur, ce qui signifie qu'ils se trouvent bien au même endroit dans la 4e direction. Par exemple, ces deux sphères ici, dont on a l'impression qu'elles se touchent, on a même l'impression qu'elles sont prises l'une dans l'autre, eh bien en réalité ne sont pas du tout en contact, puisque celle qui est bleue se situe à une certaine distance dans la direction de l'ana, tandis que celle qui est rouge se trouve à une certaine distance dans la direction du kata. Pour voir ce que l'on peut faire avec cette représentation, imaginons une petite expérience. Regardons cette boule qui se déplace de gauche à droite. Imaginons maintenant que nous mettions un petit obstacle comme ceci sur la trajectoire de la boule. Pour pouvoir aller de gauche à droite, la boule va donc devoir contourner l'obstacle. Et pour contourner l'obstacle, elle a plusieurs options. Par exemple, elle peut contourner l'obstacle en passant par-dessus, comme ceci. Elle peut aussi contourner l'obstacle en passant par devant, comme ceci. Mais une autre possibilité consiste à contourner l'obstacle en passant par l'ana, comme ceci. En regardant cette figure, on a eu l'impression que la boule était passée à travers l'obstacle, mais non, puisque au moment où elle se trouvait au même endroit que l'obstacle, elle n'était pas de la même couleur. Donc en réalité, elle s'était déplacée vers l'ana. Et cette trajectoire-là, où on a l'impression que la balle passe à travers l'obstacle, est en réalité un équivalent exact des deux trajectoires que l'on a vues avant, où elle passait par-dessus ou sur le côté. C'est exactement la même forme de trajectoire, mais simplement interprétée avec le code couleur. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour l'instant sur la représentation avec ce code couleur, mais vous allez voir qu'elle nous sera très utile dès la prochaine vidéo qui sera consacrée à décrire toutes sortes de phénomènes très étranges qui peuvent se produire dans la 4e dimension alors qu'ils ne sont pas possibles dans la 3e dimension. Super accessible, non? Je remercie ce monsieur de l'excellent travail qu'il a effectué pour expliquer un concept qui n'existe pas dans notre réalité. Comme vous pouvez le voir, s'il s'agissait de deux pyramides inversées, la forme que nous aurions perçue dans le ciel, dans notre monde 3D, n'aurait pas été cette forme. Par conséquent, nous avons la certitude qu'il s'agit bien d'un hypercube. Nos investigations nous ont amenés à collecter de l'information, notamment au niveau galactique. Et nous avons appris que le Tesseract est utilisé par les célestes pour communiquer et envoyer de hautes fréquences. Voilà le type d'exemple de comment nous collaborons avec les célestes. Et il y a plein d'autres façons de collaborer que nous avons mis en application. Nous avions par exemple également reçu en 2022 la croix de la laminine. Une opératrice assidue et qui participe à tous les protocoles depuis le début d'ailleurs, a photographié au-dessus d'une église cette croix. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas du même type de croix. Nos investigations nous avaient amené à une protéine que nous avons dans le corps en forme de croix et qui s'appelle la laminine. Cette protéine a pour propriété de coller les cellules entre elles et de permettre l'interconnexion entre les cellules. Magnifique! C'est une vraie collaboration humano-céleste que nous proposons au sein de l'ONG Alliance Céleste et les protocoles nationaux. Une vraie opportunité d'échanger avec des célestes de densité de conscience supérieure qui pensent et agissent différemment de nous, mais parviennent néanmoins à communiquer avec nous, qui sommes à l'écoute, et transformons ces échanges, bien que silencieux, en opératifs terrain collaboratifs. Passionnant! Je vous invite réellement à participer aux protocoles nationaux proposés par la QSF au sein de l'ONG Alliance Céleste. Je rappelle qu'ils sont gratuits et nous aident à pratiquer la pensée non ordinaire et la collaboration humano-céleste dans le cœur. Continuons avec les informations sur le Tesseract ou l'hypercube.
Il représente le mouvement le long de la quatrième dimension et est souvent une représentation pour des transformations liées au cube à travers le temps. Ah ah. La guématrie indique le tesseract représente l'octacore 352-485. Tu donnes la force et la volonté d'agir 352-485. L'octacore en informatique est ce processeur qui a 8 cœurs et fonctionne avec chacun d'eux en même temps, remplissant plusieurs fonctions. Nous pouvons donc supposer que l'hypercube apporte une notion temporelle de simultanéité. C'est le en même temps. L'hypercube ou octacore est un cube en 4 dimensions. Pour bien comprendre, rappelons-nous que le carré, c'est une représentation en 2 dimensions. Le cube, c'est une représentation en 3 dimensions. Et l'hypercube est une représentation en 4 dimensions. Même travail pour le volume. Dimension 1, la longueur. Dimension 2, l'air, centimètre carré. Dimension 3, le volume, centimètre cube. Dimension 4, l'hypervolume, l'hypercentimètre carré. Nous constatons que lorsque nous passons d'une dimension à l'autre, le nombre de points ou de sommets double. Un cube complet représente une cellule et un hypercube représente une cellule 4D composée de 8 cellules 3D, 8 cubes. Nous ne pouvons pas trouver la quatrième dimension dans notre monde actuel, qui n'a que 3 directions. C'est une direction qui est perpendiculaire aux 3 autres directions à la fois à la direction haut et bas, gauche et droite, avant et arrière. Charles Howard Hinton a nommé la quatrième direction Ana et Kata, qui vient donc s'ajouter à haut et bas, gauche et droite, avant et arrière. L'hypercube est aussi appelé tesseract ou octacore. C'est en fait une étoile à 8 branches. Dans l'hypercube, le temps peut se dilater ou se contracter quand on passe d'un cube à l'autre. Et les personnages sont amenés à rencontrer des doubles d'eux-mêmes à cause de la superposition de futurs possibles. Mon soi dit que c'est la multidimensionnalité et je commence à percevoir ce que cela implique. L'Arche de la Défense près de Paris, en France, est une projection en 3 dimensions d'un hypercube de dimension 4. Le roman Factoring Humanity de Robert Sawyer, abordant le thème de la communication avec une civilisation extraterrestre, décrit l'hypothèse selon laquelle les messages extraterrestres se présenteraient sous la forme d'un hypercube. Dans la série britannique Doctor Who, saison 6, épisode 4, le docteur reçoit un tesseract de la part d'un seigneur du temps en détresse. Dans la série, le tesseract agit comme un courrier électronique en audio-vidéo et également comme balise de localisation géospatio-temporelle. Pour en terminer aujourd'hui avec le tesseract, j'aimerais aborder une partie légende liée au tesseract. Et si vous connaissez et que vous aimez les films Marvel, vous vous souviendrez peut-être du tesseract. Je vais vous en raconter un résumé historique qui inclut plusieurs des films Marvel. Ce qui est intéressant, ce sont les notions d'espace, d'infinité, de temps et de l'esprit. Ce cube est un passage vers l'autre bout de l'espace. Le tesseract, aussi appelé le cube, est une unité de confinement cristalline et cubique servant d'enveloppe pour la pierre de l'espace, une des 6 pierres d'infinité plus anciennes que l'univers et qui possède une énergie illimitée. Il fut utilisé par plusieurs anciennes civilisations avant de tomber entre les mains des Asgardiens, à l'intérieur du coffre-fort d'Odin. Finalement, il fut amené sur Terre et laissé à Tonsberg, où il fut gardé par des fanatiques dévoués aux Asgardiens. En 1942, le tesseract fut retrouvé par Johann Schmidt, le leader d'Hydra, qui l'utilisa pour alimenter des armements avancés afin de vaincre les Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la défaite de Schmidt face à Captain America en 1945, le tesseract tomba dans les eaux arctiques. Puis, il fut retrouvé par Howard Stark.
Le Tesseract fut alors conservé au camp Lehigh, au New Jersey, où il resta au moins jusqu'en 1970. Passant des décennies à tenter de canaliser son pouvoir, Stark fonda finalement le projet Pegasus, auquel il conféra la gestion du Tesseract dans les années 80. Marvel, une crise sous couverture, rejoignit Pegasus et maîtrisa le pouvoir du Tesseract pour créer un moteur supraluminique afin d'aider les Skrulls dans la guerre contre les Kree, puis prit possession du Tesseract en le stockant dans son laboratoire en orbite. En 1989, Jon Rogue tua Lawson pour récupérer le Tesseract, mais la pilote, Carol Danvers, détruisit le moteur et l'explosion fit d'elle l'hôte de l'énergie du Tesseract. 6 ans plus tard, Danvers, qui était désormais Captain Marvel, retrouva le Tesseract dans le laboratoire de Lawson et le rendit au SHIELD. Il demeura en possession du SHIELD jusqu'en 2012, où il fut volé par Loki, qui s'en servit pour ouvrir un trou de verre et permettre aux Chitauri d'envahir la ville de New York. À l'issue de la bataille de New York, le Tesseract fut conféré par Thor qui le ramena sur Asgard, avec Loki en prisonnier pour plus de sécurité. Après s'être servi du Tesseract pour réparer le pont Arc-en-Ciel, Odin chargea Heimdall, le gardien du royaume, de sa protection. Toutefois, après que Loki ait usurpé le trône et s'était déguisé en Odin, il accusa Heimdall de trahison et le Tesseract fut replacé dans le coffre-fort de Odin. Durant la destruction d'Asgard, Loki récupéra le Tesseract pour lui. Ensuite, c'est Thanos qui le récupéra et le détruisit pour révéler la pierre de l'espace à l'intérieur et l'insérer dans son gantelet d'infinité. En 2023, les Avengers initièrent un casse temporel dans le but de ressusciter les vies fauchées par Thanos. Captain America, Iron Man, Hulk et Ant-Man furent envoyés dans le temps en 2012 durant la bataille de New York pour récupérer les pierres du temps, de l'esprit et de l'espace, celles-ci étant alors toujours dans le Tesseract. Toutefois, dans cette chronologie alternative, la version passée de Loki parvint à utiliser le Tesseract pour s'échapper. Captain America et Iron Man se rendirent alors au camp Lehigh en 1970 pour prendre le Tesseract et des particules PIM. À la suite de la bataille de la Terre, où Iron Man utilisa les 6 pierres pour tuer Thanos et son armée au prix de sa vie, Captain America retourna en 1970 pour y redéposer la pierre de l'espace, toutefois sans le Tesseract. Le Tesseract semble pour Marvel un puissant outil capable de gérer de ultra hautes énergies comme des pierres universelles et d'envoyer à l'autre bout de l'espace. Une piste pour les voyages et les apparitions d'ovnis peut-être. Le Tesseract peut également faire penser à la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, appelée aussi Nouvelle Jérusalem, tabernacle de Dieu, ville sainte, est un concept traditionnel juif et chrétien associé à la fois au Jardin d'Éden, à la terre promise et à la reconstruction du temple après la fin de la captivité des Juifs à Babylone. Selon les traditions, elle peut être une ville littérale, un lieu spirituel, ou représenter la femme libre, notre mère à tous, Épître aux Galates 4, 26, ou encore représenter l'aboutissement de l'histoire et le retour à la perfection initiale. La Jérusalem céleste apparaît à la toute fin du Nouveau Testament, dans les 2 derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, consécutivement à la victoire de Dieu sur Satan et au jugement dernier. Si la Jérusalem terrestre est la capitale du peuple élu, la ville sainte où se situe le temple de Salomon, la Jérusalem céleste comporte une dimension bien supérieure. C'est en effet le lieu merveilleux où les enfants de Dieu pourront vivre leur éternité. La Jérusalem céleste apparaît en songe à Jean de Patmos, auteur du livre de l'Apocalypse. Par ses caractéristiques, elle rappelle le jardin d'Éden de la Genèse, tout autant que le royaume de Dieu tel qu'il est décrit en particulier dans Matthieu 5, les Béatitudes. C'est un lieu qui comporte 2 aspects, l'un spirituel,
l'autre matériel. Et en effet, bien que surnaturelle, la Nouvelle Jérusalem est visible. Il est possible de la décrire et de la mesurer. Ainsi, cette Jérusalem n'est peut-être pas que céleste. Elle descend du ciel vers la terre pour prendre forme concrète. Elle est sans doute l'expression la plus pure d'une réalité qui dépasse la dualité matière-esprit. Et je vis une nouvelle terre, car l'ancienne s'en était allée. À chacun de creuser la question et de demander à son soi supérieur ou les célestes bienveillants. Il y a d'ailleurs aussi une analogie très intéressante à faire avec ce qui a été évoqué pour le portail du Lion de cette année 2024, avec ces deux cités qui ont fusionné pour ne former plus qu'une, une venant du ciel et une venant de la terre. D'après Jean-Michel Raoult, le cube de la Jérusalem céleste, c'est le cube de Métatron. Je rappelle que Métatron est le seul archange à s'être incarné sur Terre. Il est décrit dans l'Apocalypse de Saint Jean et par Robert Maestasi dans son livre Géométrie sacrée de la Provence secrète. C'est lorsque nous parvenons à l'état de conscience visé. Et je vis une nouvelle terre, car l'ancienne s'en était allée. C'est la prochaine terre. Jérusalem veut dire ville sacrée. C'est l'état abstrait qui se manifeste. La Jérusalem céleste est liée au 666, qui est un diviseur mathématique de dimension. C'est mathématique, les amis. Et la meilleure façon de faire en sorte que vous ne développiez pas votre esprit et que vous vous éloigniez de ce qui pourrait vous faire évoluer est de le diaboliser et de vous faire peur. Et je rappelle que le diable vient du mot diabolum, qui signifie séparer, diviser. Et on peut dire que ça a bien fonctionné jusqu'à présent. Allez, continuons. La guématrie invitait à faire connaissance donc avec le Tesseract. Depuis, de nouvelles informations ont été reçues par Guématrie et nous intégrons cette technologie dans les sessions de la communauté de l'anneau une fois par mois. Plusieurs opérateurs et opératrices ont déjà senti les effets de cette technologie couplée à l'anneau de lumière. Un vrai régal d'évoluer en conscience avec nos amis célestes bienveillants et d'appréhender de nouveaux paradigmes avec un cœur compassionné et aimant. Les investigations de la QSF ont donc conduit à l'hypercube et nous savons que ce n'est que le début de son utilisation. Nous verrons bien où la suite nous mènera. En tout cas, la guématrie nous indique d'ores et déjà développer l'esprit et voyager à travers le Tesseract 566-649, en route vers une civilisation de densité supérieure 566-649. C'est très prometteur. Cette gematria liée au solstice du 21 juin invitait également à poursuivre le processus alchimique, se relier à l'intraterre, soigner les matrices féminines et activer une cité de cristal à Bugarach. Du coup, en plus du protocole national, sur invitation de ma partie divine, j'ai organisé et proposé une journée spéciale à Bugarach. Nous avons pu œuvrer dans la grotte de Marie-Madeleine et contacter l'intraterre. Après cette session en état modifié de conscience, de nombreux oiseaux sont venus tournoyer au-dessus de nous pendant une bonne demi-heure et nous avons pris des vaisseaux en photo. Nous sommes ensuite allés à la fontaine des amours où nous nous sommes purifiés et avons soigné les matrices féminines selon des instructions transmises par le soi supérieur que je ne connaissais pas. Et nous avons activé cette cité de cristal arc-en-ciel au pied du mont Bugarach, où nous avons à nouveau pris des photos de vaisseaux. Magique. Le groupe était fantastique, il y avait une ambiance extraordinaire et tout le monde a œuvré avec cœur et sincérité. Julie de Julie et Lilou Lives et Aline Selva de l'Essentiel TV ont souhaité venir et participer. De belles âmes très accessibles. Je vous invite à regarder le live du 29 juillet sur l'Essentiel TV pour en savoir plus. Allez, pour terminer, je vais répondre à une question qui m'a été posée et qui peut intéresser plusieurs personnes. Une participante à un protocole national m'a demandé si ce n'était pas mieux de répéter les codes 3 fois plutôt que une, comme par exemple les codes des chakras. La science a démontré que le corps humain aime agir par habitude et qu'il enregistre mieux après 3 répétitions. Donc, nous pourrions dire que cette opératrice a tout à fait raison. Alors, pourquoi je ne fais répéter qu'une seule fois dans les protocoles? Déjà,
il n'y a que certains codes que je fais répéter qu'une seule fois. Je vais maintenant vous donner plusieurs raisons pour lesquelles je ne fais répéter qu'une seule fois certains codes. Je vais commencer du plus basique et le plus proche de la troisième densité vers les niveaux du dessus. La première raison, c'est que si je prends les chakras, nous devrions les nettoyer, les purifier et les activer tous les jours. Tout comme nous prenons une douche tous les jours pour nettoyer notre corps physique, nous devrions nettoyer nos chakras et notre partie subtile tous les jours. Comme je ne peux pas savoir qui le fait et qui ne le fait pas, j'ai fait un choix de ne répéter les codes qu'une seule fois en partant du principe que normalement tout le monde devrait nettoyer ses chakras tous les jours. Et donc si vous le faites tous les jours, on peut réduire à une fois. La seconde est qu'il faut que le protocole convienne au plus grand nombre. Et nous n'avons pas tous le même état de conscience et certaines et certains se sont plaints que les protocoles étaient trop longs. Comme la moyenne des protocoles tourne autour d'une heure, pendant laquelle, je le rappelle, nous ne restons pas sans bouger, à attendre que cela se passe, mais nous alternons des moments calmes et introspectifs avec des moments d'action, les yeux grands ouverts. J'ai pris le parti de réduire à une fois les chakras, par exemple, puisque nous sommes censés les avoir travaillés chaque jour. Les plus éveillés trouvent les protocoles OK ou même courts. Personne n'a tort. Chacun perçoit en fonction de son niveau de conscience. C'est un indicateur d'ailleurs de où vous en êtes. Souvent, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est passé vite. Mais je peux tout à fait comprendre que l'esprit de chacun soit différent, que le mental parle trop pour certains, ou se lasse vite pour d'autres, ou au contraire que l'instant présent soit perçu dans sa pleine potentialité et apporte un réel bien-être. Je rappelle que pendant que vous participez au protocole, vous êtes dans l'instant présent. Vous mettez vos soucis de côté, ce qui repose votre esprit. Vous développez votre pensée non ordinaire, car ce qui est proposé est en dehors de votre ordinaire quotidien. Et vous participez de façon utile à la modification de l'inconscient collectif avec bienveillance. Lorsque vous êtes pleinement impliqué dans le protocole, c'est un moment qui vous fait évoluer, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Et surtout, que nul ne peut vous reprendre. La troisième est une raison de densité supérieure. Si ma croyance me dicte que si je ne répète pas 3 fois, ce n'est pas efficace, alors il en sera ainsi. Si je veux me libérer de mes croyances limitantes, alors je dois m'offrir des challenges, comme décider volontairement qu'à partir de maintenant, j'ai développé suffisamment de puissance grâce à ma pratique journalière pour me permettre de ne répéter qu'une seule fois, car mes cellules sont engrammées de mois et de mois de répétition. Alors, je ne vais pas me mettre à faire n'importe quoi, que comme je veux et quand je veux, car cela mènerait vers un chaos anarchique de chacun qui deviendrait alors collectif. Mais je vais plutôt travailler en conscience des parties de moi que je souhaite voir évoluer, tout en allant dans la même direction et selon les mêmes objectifs globaux que le collectif du protocole, pour créer un challenge personnel au sein d'une harmonie collective. Je ne sais pas si je suis claire là. Bon, vous me le direz. Donc, pour en revenir à la question posée, eh bien, vous faites comme ce qui sonne juste pour vous. Les audios sont un support pour mieux vous immerger, mais c'est un audio. Vous pouvez donc l'arrêter à tout moment si vous avez besoin de temps supplémentaire pour répéter 3 fois au lieu de 1. Je rappelle qu'à la QSF, nous vous enjoignons à être souverain et autonome. Nous fournissons un protocole pour servir de guide et de ligne conductrice par rapport à la guématrie et les cartes reçues. Mais depuis le début, nous écrivons dans le mail de confirmation d'inscription que si vous avez votre propre manière de faire, faites comme vous le sentez et intégrez simplement les objectifs. L'idée est de se rassembler dans la lumière et les bonnes intentions. Le protocole, quant à lui, est une retranscription en opératif terrain d'indications du soi supérieur, dont l'objectif est d'opérer une transformation consciente de soi qui mène à l'humain royal amour. Cette transformation est progressive et nécessite de la répétition, c'est évident. C'est ce que nous faisons depuis 2022, les amis. Et je peux dire, me concernant, que je ne pense pas aujourd'hui et n'agis pas aujourd'hui comme en 2021.
N'oubliez pas de rester humble dans votre compréhension des choses. J'ai tout à fait conscience, à force de dialoguer avec ma partie divine, qu'une vérité d'aujourd'hui peut devenir obsolète demain et être remplacée par une autre vérité. Tout simplement parce que nous évoluons et que notre conscience s'expanse et a accès à de nouvelles données. Nous avons par exemple opéré une bifurcation en 2020 et 2021. Si je n'en tiens pas compte, je continue comme avant, sans tenir compte des nouveaux paramètres et en restant sur les anciennes informations. Mais si je tiens compte de cette bifurcation, alors je prends en compte les nouveaux paramètres. Je lâche prise sur les anciennes informations et je les réactualise pour avoir de nouvelles informations plus conformes à la nouvelle réalité. Vous comprenez? De ce fait, j'accepte que certaines informations disparaissent et n'aient plus cours, et que d'autres restent, mais évoluent en apportant de nouveaux concepts. Le plus difficile n'est pas de le faire, mais de les identifier pour prendre la décision de les changer ou les oublier. Chacun et chacune avançant à son rythme, soyons dans la compassion de cette œuvre de chaque jour et continuelle, accomplie par tous, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Avant de se quitter, je vais vous montrer quelques photos prises par des opératrices et opérateurs lors de ce protocole du 21 juin. Nos amis célestes sont là, comme par exemple le 27 juillet à Rennes-les-Bains où je donnais une conférence avec photos à l'appui. Ils sont toujours là, comme les oiseaux, les drones, les avions. À nous d'apprendre à observer correctement une photo et à reconnaître la présence sur la photo. Comme nous ne sommes pas des professionnels et que nous ne sommes pas équipés et que l'on ne nous enseigne pas sur ce sujet à l'école, eh bien nous faisons tous de notre mieux. Si vous connaissez le nom d'un super logiciel de traitement d'image pour aider à identifier ces présences, merci de me l'indiquer. Dans tous les cas, un grand merci à celles et ceux qui partagent leurs photos. Nous essaierons un jour d'enquêter sur ces présences et manifestations non identifiées. Entre les engins humains issus de rétro-ingénierie extraterrestre, les manifestations des interdimensionnels et l'apparition de phénomènes extraterrestres, il y a de quoi faire. Nous verrons bien de quoi nous parlerons dans le prochain épisode et ce que le soi supérieur souhaite nous transmettre. En attendant le plaisir de vous retrouver, je remercie à nouveau toutes celles et ceux qui participent à tous les protocoles. Inscrivez-vous au prochain protocole. Pour cela, n'hésitez pas à devenir membre de l'ONG Alliance Céleste. C'est 22 € pour toute une année. C'est pas cher. Et vous recevrez la newsletter qui annonce le protocole pour que vous puissiez vous y inscrire. Dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt, les amis. Nous vibrons à l'unisson, au rythme de l'univers, cœur à cœur et diapason, connaissance nous libère,
Famille galactique reconnectée au service de toute l'humanité. La sagesse pour nous guider, tous les règnes sont respectés. Quantum spirituelle force, la puissance de l'esprit, le service à autrui, la conscience infinie. Quantum spirituelle force, œuvrant dans l'unité, formant nombreuses alliances en toute neutralité. Défendre et protéger la vie à tout prix, c'est la sagesse du cœur et de l'esprit. Une collaboration céleste spirituelle, la force de la paix, unie et multiverselle. Quantum spirituelle force, la puissance de l'esprit, le service à autrui, la conscience infinie. Quantum spirituelle force, œuvrant dans l'unité, formant nombreuses alliances en toute neutralité. C'est la QSF, les gardiens au-delà de l'espace et du temps. C'est la QSF, ascension de masse planétaire pour le vivant. C'est la QSF, foi, courage, amour, compassion et ligne de temps. C'est la QSF, Templier, Shawan, Jedi du nouveau temps. Quantum spirituelle force, la puissance de